Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. On ne sait pas si c'est la visite de Bernard Cazeneuve à Lourdes le 15 août dernier ou la visite de François Hollande au Vatican qui est à l'origine de cette excellente nouvelle, à défaut de parler de miracle. Mais les chiffres du chômage au second trimestre sont en baisse au point d'atteindre le niveau de fin 2012. Bref, le niveau de la fin de l'année au cours de laquelle François Hollande est arrivé à l'Élysée. L'inversement de la courbe du chômage, attendu par François Hollande comme l'épouse de Barbe-Bleue attendait ses frères en demandant à sa sœur Anne si elle ne voyait rien venir, est enfin là. Ça va mieux, comme l'a dit le locataire de l'Élysée, sous les lazis et les colibets prononcés par ceux qui le mettraient aujourd'hui plus bas que terre, si le chiffre du chômage avait été comme depuis le début du quinquennat en cours, c'est-à-dire mauvais. Alors nous n'allons pas bouder notre plaisir puisque les bonnes nouvelles n'ont pas été légion cet été et nous allons accueillir, non pas avec enthousiasme, mais avec un peu de plaisir et beaucoup d'espoir, ces chiffres du chômage qui, on l'espère, ne seront pas l'hirondelle qui ne fait pas le printemps. Face à moi ce matin dans Seul contre tous sur Sud Radio, j'ai le plaisir de recevoir Marie Lacoste, secrétaire nationale du Mouvement national des chômeurs et précaires, le MNCP, et Michel Bogas, secrétaire confédéral FO en charge de l'emploi. Vous connaissez le principe, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, téléphonez au 0826 300 300 et votez sur sudradio.fr. On se retrouve dans quelques instants. Seul Contre tous. Sud Radio. Philippe David. Et pour finir la semaine sur une bonne note, pour finir la semaine sur une bonne nouvelle, ce matin dans Seul contre tous sur Sud Radio de 11h à midi, je dis que la diminution du chômage est une bonne nouvelle. Face à moi, Marie Lacoste, secrétaire nationale du Mouvement national des chômeurs et précaires, le MNCP, et Michel Bogas, secrétaire confédéral Force ouvrière en charge de l'emploi. Marie Lacoste, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Galanterie oblige, on va commencer par vous. Michel Bogas attendra un petit peu. Alors, moins 0,3% de chômeurs au trimestre et moins 0,5 sur un an. Ça va mieux, comme l'a dit François Hollande. Oui, ça va mieux et on est forcément content, mais c'est quand même une information qu'il faut pondérer. On prendra le temps de le faire. Juste pour réagir, je veux dire que cette statistique de l'emploi, sous ce gouvernement en particulier, elle a été extrêmement politisée puisque notre président en a fait la condition pour se représenter. Et moi, je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on finit par oublier les chômeurs pour ne voir plus que l'enjeu politique. Vous m'excuserez, Marie Lacoste, mais vous connaissez la vieille antienne de Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Certes. Donc pour vous, le problème, c'est que le fait de conditionner une éventuelle recandidature, on va dire ça comme ça, à la présidentielle de François Hollande sur la fameuse inversion de la courbe du chômage, pour vous, c'est un piège, c'est quoi ? C'est un piège pour lui, c'est un piège pour les gens qui écoutent, c'est un piège pour tout le monde. Michel Bogas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire confédéral FO, Force ouvrière, donc en charge de l'emploi. Moins 0,3 au second trimestre, moins 0,5 sur un an. Je le répète. Et comme l'a dit François Hollande, ça va mieux. Bah écoutez, effectivement, on a peut-être raison d'être un peu optimiste, mais je pense qu'il faut tempérer cet optimisme et peut-être que au niveau de la communication gouvernementale, il y a un peu de précipitation parce que il faut rappeler que malgré tout, moins 0,3 demandeurs d'emploi, il faut pondérer, comme ça a été rappelé par Marie Lacoste, puisqu'il y a les erreurs statistiques et l'erreur statistique, les économistes en conviennent, c'est plus ou moins 0,3. Ça veut dire que là, pas d'emballement, peut-être qu'il y a une baisse, mais peut-être pas. Il y a une possibilité, vous dites, Michel Bogas, d'erreur statistique de 0,3% sur les chiffres du chômage. Oui. Tous les économistes ça se fait ? les statisticiens, c'est la base du redressement statistique, puisque la base prise par l'INSEE, c'est un échantillon représentatif de 108 000 personnes. Donc ça ne représente pas les 5,5 millions de personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc, voyez-vous, c'est ce redressement statistique qu'il faut prendre avec prudence. Donc alors, on va le prendre avec prudence. Je vais me faire l'avocat du diable. Si on est à moins 0,3, s'il y a une erreur de 0,3, on peut être à 0, ça n'a pas bougé, mais on peut être aussi à moins 0,6. Et peut-être, mais c'est pas ce que nous indique l'INSEE. Là où on peut regarder, c'est comparer aussi peut-être avec les chiffres de Pôle emploi, qui sont pas du tout un même calcul, puisque l'INSEE calcule sur un trimestre, semaine par semaine, et interroge qu'un échantillon, alors que Pôle emploi fait un point, un instant T, toutes les fins de mois.
Et là, on voit qu'il y a un basculement des demandeurs d'emploi d'une catégorie à l'autre, c'est-à-dire que le chômage se stabilise, mais à mon avis ne baisse pas. Marie Lacoste. Mais justement, le chômage en catégorie A, c'est-à-dire, là je parle des statistiques de Pôle emploi, les personnes qui sont immédiatement disponibles pour prendre un travail et qui n'ont aucun emploi, qui sont donc totalement chômeurs, ce chiffre-là, effectivement, c'est celui-là qu'on annonce souvent, il aurait une tendance à un petit peu baisser, mais par contre, il augmente dans les autres catégories qui sont les personnes qui ont un travail précaire ou travaillent peu de temps. Donc, on a peut-être une baisse du chômage, mais on a une augmentation de la précarité. Donc, est-ce que c'est pas un bien pour un mal ? C'est ça la question. Oui, mais qu'on le veuille ou non, la précarité, ça fait partie du marché du travail actuel. On va en parler un peu plus tard. Vaut mieux avoir quelques heures de boulot et ne plus être comptabilisé dans les statistiques du chômage, fût-ce pour favoriser la candidature de François Hollande l'an prochain, que pas avoir d'heures de travail du tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour vous, vaut mieux pas travailler du tout que travailler ne serait-ce qu'à 10 heures, 15 heures par semaine, 20 heures. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nos responsables ne peuvent pas se contenter de la précarité. La précarité, ça fait des ravages à tous les niveaux. Ça empêche d'avancer, ça empêche de vivre, ça empêche de faire des projets. Donc on ne peut pas se contenter de ça. Il faut donc que nos décideurs cherchent encore d'autres solutions. Le plan formation, c'est aussi d'ailleurs une explication à la baisse du chômage, le plan formation. Parce qu'on a beaucoup de gens qui changent de catégorie parce qu'ils entrent en formation. C'est bien, on va voir ce que ça donne comme résultat. C'était ambitieux. C'est pas la panacée non plus parce qu'on a des gens qui sortent de formation mais qui trouvent pas forcément un travail derrière. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On est dans un pays riche, on est dans un pays qui a du potentiel. On peut pas donc se contenter d'avoir une nouvelle génération de salariés qui vont entrer dans la précarité, comme c'est fait en Allemagne ou en Angleterre. Michel Bogas, vous avez entendu, tiens, vous qui êtes spécialiste en charge de l'emploi à Force ouvrière, en France, il y a plusieurs catégories de chômeurs. Est-ce que c'est le même cas à l'étranger, tiens ? Alors pas tout. Les calculs de demandeurs d'emploi, pour comparer avec l'étranger, c'est effectivement l'indice INSEE qui s'appuie sur le BIT. Avec le Bureau international, j'explique, le Bureau international du travail. Voilà, qui lui compare tous les pays du monde d'ailleurs par rapport à des statistiques bien précises, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi au sens du BIT, ça veut dire que c'est des salariés des personnes de plus de 15 ans qui n'ont pas travaillé au moins une heure durant une semaine et qui sont disponibles dans les 15 jours qui viennent, ce qui n'ont absolument rien à voir avec les calculs de Pôle emploi. Donc là, on peut comparer. Les statistiques de l'INSEE ne font pas le calcul. C'est soit vous êtes actif, soit vous êtes inactif, soit vous êtes demandeur d'emploi. Puisque des inactifs, c'est une autre partie de personnes, c'est des gens qui cherchent pas de travail en fait. Donc ces trois catégories-là, on peut comparer avec les autres pays, mais avec les catégories et la précarisation, parce que là je suis d'accord avec Marie Lacoste, la précarisation qui est en train de venir en France, parce qu'on ne peut pas se contenter des contrats 0 heure comme en Grande-Bretagne, des mini-jobs comme en Allemagne, où il vous faut cumuler 3, 4, voire 5 emplois pour pouvoir vivre dignement. Parce que je rappelle que quand même, si on travaille, c'est bien pour pouvoir en vivre, et en vivre dignement, c'est-à-dire pouvoir se loger, pouvoir se déplacer, et pouvoir se nourrir, se vêtir. Se nourrir, bien évidemment, se vêtir, et aussi avoir des loisirs, parce que la vie n'est pas faite que de travail. Ça, c'est pas faux. On nous appelle au 0826 300 300. Yann, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais intervenir là sur l'histoire du chômage et notamment sur la baisse de ces chiffres du chômage. Quand on me dit que c'est une embellie, que c'est très bien et machin et compagnie, ça me fait juste un peu bondir. Je suis un élu des Landes. Il y a une quinzaine de jours, j'étais à Pôle emploi à Dax. Sans indiscrétion, vous êtes élu d'une petite commune ou d'une grosse commune comme Dax ou Mont-de-Marsan ? D'une petite commune de 1000 habitants. D'accord. Voilà. Et j'étais il y a 15 jours à Pôle emploi à Dax parce que je suis aussi un créateur d'entreprise et que j'emploie aussi du personnel. Et très clairement, quand vous avez une conseillère Pôle emploi qui vous explique que
quelles que soient les formations qu'il y a à faire en ce moment, c'est-à-dire que sur des formations courtes, 2, 3, 4, 5, 6 jours, c'est open bar. Ça veut dire très clairement qu'aujourd'hui, ils sont prêts à financer n'importe quelle formation et pour n'importe quoi. Et juste parce que le gouvernement a décidé de faire descendre les chiffres du chômage. Et donc on sort de fait de ces chiffres des personnes qui vont aller sur des formations courtes qui ne servent pas à grand chose réellement, parce que à quoi sert une formation de 4-5 jours? Croyez-vous que ça soit une formation qualifiante? Moi je ne le pense pas. Alors réellement, ça me fait un peu bondir d'entendre que le chiffre a baissé. Notamment en plus d'une chose, c'est qu'on est quand même en plein été et qu'il faut aussi tenir compte des emplois saisonniers. Alors, je vous coupe, Yann, ça, ce sont les chiffres du second trimestre, qui s'arrêtent donc au 30 juin, donc il n'y a pas les emplois saisonniers dedans. Mais les emplois saisonniers, pour connaître aussi les régions dans lesquelles il y a de la saison, ils ne commencent pas au mois de juillet. Ils commencent fin mai, parce que les touristes qui arrivent sur les régions qui sont le sud de la France, ils y sont dès le mois de mai. Oui, mais cette année, la météo n'a pas été très clémente, donc oui, ça joue plutôt... Oui, mais c'est pas pour ça que les entreprises, c'est pas pour ça que les campings, c'est pas pour ça que les restaurateurs, c'est pas pour ça que les cafetiers et compagnie... Les snack-bars, etc. n'emploient pas des personnes déjà en amont, parce que quand on est chef d'entreprise, quand même, le but c'est de prévoir. On n'est pas comme le chef d'État qui dit aujourd'hui qu'il n'a rien prévu, vous voyez, et qu'il n'a pas prévu ce qu'allait arriver. Un chef d'entreprise, son but, c'est de prévoir à long terme, et c'est d'avoir une politique à long terme pour son entreprise, pour ses salariés, parce que le but, c'est quoi qu'il en soit, de faire prospérer les gens. Comme j'ai entendu votre auditeur précédent, effectivement, il faut que les employés puissent vivre de leur travail, et je peux vous assurer que la majorité des chefs d'entreprise sont des gens qui pensent justement à faire vivre leurs salariés, parce que quand les salariés sont bien dans leur vie, ils sont bien dans leur tête, et du coup, ils sont bien au travail. Voilà ce que et ils sont plus productifs. Et ils sont plus productifs, normalement. Enfin, je veux dire, c'est un cercle, c'est la pyramide de Maslow. Donc, je veux dire, c'est très clair. C'est à partir du moment où les gens n'ont pas de soucis, voilà. Mais quand j'entends que cette baisse du chômage, et que j'entends le Premier ministre s'en féliciter, et que je le vois s'en féliciter sur son compte Twitter... Il peut pas quand même, sur son compte Twitter, marquer « baisse du chômage, je ne suis pas content ». Mais je vous dis pas ça. Je vous dis pas ça. Mais peut-être qu'il faudrait un petit peu d'humilité. Et au lieu de papoter, et au lieu de nous faire de la communication, et au lieu d'être dans la communication, être dans l'action et être au travail. C'est-à-dire que eux soient au travail afin de faire en sorte que les salariés français aient du travail. Or aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe quand on voit qu'on a 600 000 chômeurs de plus depuis que M. Hollande est président. Donc oui. c'est pas possible. Donc je veux dire, quand on nous parle d'une baisse de 0,5%, on parle de combien de milliers de personnes? Alors je suis très content que ces gens-là aient retrouvé un travail. Réellement, et j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus, mais qu'on arrête un petit peu de s'auto-féliciter dès qu'il y a un petit signe, voilà, parce qu'au mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer? Les saisonniers vont rentrer chez eux, je suis pas persuadé, il y a des étudiants qui vont rentrer sur le marché du travail, qui aujourd'hui sont en vacances, mais qui vont rentrer sur le marché du travail, comme ça se fait toujours à la rentrée, parce qu'ils reprennent pas tous des études. Et réellement, on va s'apercevoir en septembre, en octobre, que effectivement les chiffres vont remonter. Yann, je vais vous poser une question. Vous avez dit que vous êtes élu local. Vous êtes maire? Non, je ne suis pas maire. Je suis conseiller municipal. D'accord, dans une ville de 1000 habitants, donc dans les Landes. Quand vous parlez avec vos administrés, parce que vous êtes conseiller municipal, on va dire vos administrés, comment est-ce qu'ils ressentent? Ils disent, ouais, les chiffres c'est bidon, ou ils disent, comme moi, c'est une bonne nouvelle, ça diminue? Moi, j'entends pas vraiment de personnes ici me dire que c'est une bonne nouvelle et que ça continue. Enfin, je veux dire, réellement, la plupart des gens aujourd'hui sont déroutés et dégoûtés par ce qu'il se passe. Je veux dire, réellement, moi, quand j'entends les administrés, aujourd'hui, j'ai peur pour les prochaines élections. Réellement, les prochaines, que sont les élections présidentielles. Réellement, quand j'entends le dégoût des gens et quand j'entends leur réaction par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France sur tous les fronts, réellement, j'ai peur de leur réaction aux prochaines élections. Voilà, je pense que les gens vont aller voter une fois de plus par rejet du gouvernement, des politiques en tout genre, parce que moi qui suis élu municipal, conseiller municipal dans une ville de 1000 habitants, je ne suis pas rémunéré pour ce que je fais. Absolument. Je prends de mon temps et je donne de mon argent. Vous voyez, donc je ne souhaite pas non plus, je n'ai pas non plus souhaité me présenter pour l'instant à d'autres élections qui pourraient m'assurer une rémunération. Ma rémunération vient de mon travail. Mais malgré tout, l'amalgame est fait quand les gens vous disent « Ah ben oui, mais les politiques, vous êtes tous les mêmes ». Vous voyez, et ça, c'est dû à la classe politique
parisienne, vous voyez, qui très clairement aujourd'hui, et je suis né à Paris, je suis un Parisien, et c'est dû à cette classe politique. Yann, c'est toute la différence entre l'élu de terrain qui fait ça par passion et par volonté d'aider, de servir la cause commune de sa commune, par exemple, comme pour vous. C'est pas du tout la même chose que les politiciens professionnels qu'on voit beaucoup à Paris. Merci beaucoup, Yann, de votre intervention sur laquelle je vais faire réagir mes invités dans quelques instants. On se retrouve après une courte pause. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Et ce matin, dans Seul contre tous, de 11h à midi sur Sud Radio, je dis que la diminution du chômage est une bonne nouvelle. Et face à moi, j'ai Marie Lacoste, secrétaire nationale du MNCP, le Mouvement national des chômeurs et précaires, et Michel Boga, secrétaire confédéral FO en charge de l'emploi. Margot Perrier, mercredi, j'avais réalisé un score chiracien version 2002, jeudi, un score brejnevien. Manifestement, la semaine se termine mal pour moi. Oui, vous êtes trop optimiste, je crois, Philippe. Les auditeurs vous le font remarquer dans le sondage. Ils vous disent non, les chiffres du chômage qui diminuent ne sont pas forcément un synonyme de bonne nouvelle. Et je vous dis à vous, auditeurs, continuez à voter et à laisser vos commentaires sur sudradio.fr. Et à appeler comme Yann au 0826 300 300. Marie Lacoste, vous avez entendu Yann, élu local dans les Landes, dans une petite commune de 1000 habitants, qui dit que quand on va à Pôle emploi aujourd'hui, on fait faire des formations de tout et de n'importe quoi à tout le monde, ce qui permettrait, je mets bien un conditionnel, de faire baisser les statistiques. Moi, je ne travaille pas à Pôle emploi, donc je ne sais pas quelles sont les consignes qui ont été données en interne sur la qualité des formations pour les personnes qui veulent se présenter. Je sais que, pour connaître un peu plus le Pôle emploi de la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, des nombreuses formations ont été achetées en partenariat avec la région. Il y a quand même des conditions qui sont mises de qualité, du suivi des prestataires de formation. Donc, il ne faut pas non plus être jeter trop le bébé avec l'eau du bain. Oui. Maintenant, moi, ce que je voudrais quand même compléter comme information par rapport à ces stats, c'est que on nous annonce, on est passé sous la barre des 10%, on est à 9,6. Attention, 9,6, on oublie les dom-toms. Ça fait 9,9. Oui. Donc, on est plus près de la barre des 10 d'un coup. Hein. Oui, mais là, il y a quand même un chiffre psychologique. On est sous les 10 pour la première fois depuis, une année. 2012, où François Hollande est arrivé à l'Élysée. Très bien. Ces chiffres, que ce soit ceux de Pôle emploi, alors l'INSEE, je maîtrise moins bien, mais ceux de Pôle emploi, je connais mieux, c'est des chiffres qui oublient une partie de la population. Et ça, il ne faut pas le négliger. Par exemple, les statistiques de Pôle emploi, elles prennent en compte les gens qui sont inscrits au Pôle emploi. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits au Pôle emploi. Par exemple, les allocataires du RSA en Haute-Garonne, c'est environ 50 000 personnes. Il y en a 23 000 qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc, mais qui, de toute façon, ne sont pas comptabilisés dans les chômeurs quand on est au RSA. Oui, sauf qu'il y en a une partie qui cherche du travail, mais qui cherche tout seul, qui se débrouillent comme ils peuvent. Et si vous voulez, les relations, depuis la fusion de Pôle emploi entre l'ancienne ACDIC et l'ancienne ANPE, les relations entre Pôle emploi et les chômeurs se sont quand même beaucoup tendues. Pour des questions dont on a certainement déjà parlé dans ce média, à savoir les radiations, les contrôles de la recherche d'emploi. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui, n'étant pas indemnisés, c'est plus de la moitié des chômeurs qui ne sont pas indemnisés par le Pôle emploi, ne vont à Pôle emploi que pour se faire aider. Et quand l'aide devient compliquée, les relations deviennent compliquées, il y a des gens qui viennent plus s'inscrire, qui renoncent à être inscrits à Pôle emploi. Donc, ils échappent aux statistiques. Donc, cela aussi, il ne faut pas les oublier. C'est des chômeurs. Parmi eux, il y a des gens qui sont complètement au chômage, il y a des gens qui ont un petit peu de boulot, qui se débrouillent comme ils peuvent, mais ils ne sont pas comptés. Michel Boga, vous avez entendu Yann, élu local dans les Landes, dans un petit village, enfin une petite bourgade de 1000 habitants, c'est pas un petit village, 1000 habitants. Pour vous, c'est vrai cette histoire de formation qu'on donne dès lors que une ancienne comptable veut devenir, on lui fait faire une formation de carrossier alors qu'elle ne sera jamais embauchée comme carrossier. C'est un peu ce que disait Yann, c'est le cas ? Oui, enfin c'est ce qui se dit, mais moi aussi, pour bien connaître Pôle emploi, c'est pas forcément ce qui se passe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une convention avec l'État, Pôle emploi et les régions sur 500 000 formations, et sur ces 500 000 formations, en fait, on en a rajouté en milieu d'année 500 000 supplémentaires. En fait, ça sera 1 million de formations au bout de la convention État et Pôle emploi, et on a ouvert les vannes, effectivement, on finance des formations. Alors c'est de la formation parfois trop courte pour pouvoir retrouver un emploi. C'est de la formation qui permet d'être immédiatement employable. C'est-à-dire que l'entreprise elle a besoin d'un maçon. S'il y a un maçon, s'il a besoin de rapidement de se mettre au courant des nouvelles techniques, hop, on le forme et puis il peut être immédiatement employable. C'est ce type de formation-là. Mais moi, je rappelle que effectivement,
ce n'est pas la formation qui fait l'emploi. Parce qu'on peut former tous les gens qu'on veut, s'il n'y a pas d'emploi au bout, eh bien voilà. Et puis, le fait de mettre ce million de personnes, puisque c'est 1 million de personnes quand même qui sont concernées au bout du bout, de la catégorie A, B ou C. Oui, mais je vous coupe, Michel Boga, sur le million dont vous parlez, il y a déjà la deuxième tranche de 500 000 qui n'est pas encore entrée dans les chiffres. Eh ben non, voilà. Mais à la fin de l'année, ils entreront. Parce que les chiffres, il faut bien les regarder. Les chiffres de l'INSEE, vous savez, à côté des chiffres, ils publient un panneau et vous avez un petit P. Le petit P, entre parenthèses, ça veut dire chiffre provisoire. C'est-à-dire que l'INSEE prend la précaution de confirmer ces chiffres trimestre par trimestre. C'est-à-dire que le vrai chiffre du second trimestre, arrêté, on l'aura que à la fin de l'année. Voilà. Donc il faut, comme je le disais au début de mon propos, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précaution et il ne faut pas s'emballer. Alors, à tout le moins, le chômage se stabilise, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, il y a quand même une chose importante, c'est que les deux catégories dont on parle le plus chaque fois qu'il y a les statistiques du chômage, les jeunes et les seniors, chez les jeunes, le taux de chômage des 25-49 ans a reculé de 0,2 points, mais celui des 50 ans et plus a diminué de 0,1, donc il est en baisse. Et également chez les jeunes, jusqu'à les 10, 15 ou 18, 24 ans, ça baisse aussi. C'est quand même des bonnes nouvelles aux deux extrémités de la pyramide des âges, Marie Lacoste. Il faut appuyer sur votre micro. Attendez, c'est bon. Allez-y. Pardon. Oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il y a aussi d'autres mauvaises nouvelles. Par exemple, le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée, lui, il n'arrête pas d'augmenter. Donc ça, c'est pas forcément une bonne réponse. Mais est-ce que justement la bonne réponse à ces gens qui sont parfois... C'est pas péjoratif dans ma bouche, inemployable. La bonne réponse, c'est pas des formations. Si, ça peut être des formations, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres solutions à trouver. Je suis pas une fée, donc j'ai pas la solution miracle. Mais il y a beaucoup de choses à creuser. Ce qui est compliqué, c'est que depuis 2008. Parce que quand même, cette stat de l'INSEE, elle n'a jamais été aussi bonne depuis 2008. Mais on va y revenir, oui. En 2008, on était à 6%, donc on en est encore loin. 2008, c'était l'année du déclenchement de la crise des subprimes qui s'est répandue dans le monde entier, contrairement à ce qu'affirmait la ministre de l'économie de l'époque, Christine Lagarde, qui disait qu'elle n'atteindrait jamais les côtes françaises, comme Charles Pasqua, qui on en reparle, avait dit que le nuage de Tchernobyl n'atteindrait jamais la France. Donc, effectivement, cette stat de l'INSEE, en 2006, elle était à 6%, mais depuis, on a eu des gouvernements de droite comme de gauche qui ont tenté des choses, et ça donne pas franchement de résultats ni d'un côté ni de l'autre. C'est ça qui est inquiétant, je trouve. C'est que ça dure et ça s'enfonce. Alors effectivement, toute bonne nouvelle est bonne à prendre, on est bien d'accord, mais il faut rester prudent. Moi, je voudrais aussi qu'on parle de l'avenir. Parce que là, on y est déjà rentré dans une année avant les élections présidentielles et on commence à entendre les programmes des uns et des autres concernant l'emploi. Et franchement, moi, j'ai peur. J'ai peur parce que... De tout le monde ? Alors, de ceux que j'ai entendus pour le moment... Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment déclarés comme candidats. On est encore à l'ère des primaires. Certes, mais ceux qui sont candidats pour les primaires, ils commencent à parler. Et notamment les candidats de droite. Donc moi, j'ai entendu, je crois que c'était Bruno Le Maire, disant qu'il faudrait privatiser Pôle emploi. Voilà, tout à trac, allons-y. Nous, dans notre mouvement, on est absolument opposés à cette mesure. On a absolument besoin d'un service public de l'emploi qui soit de qualité, qui soit au service des gens, qui soit le même partout, qui travaille dans l'équité. Et si on privatise, on va droit à la catastrophe. J'ai entendu d'autres choses, du genre mettre en place des mesures comme c'est fait en Allemagne ou en Angleterre, les emplois à 1 euro. Là aussi, c'est un cauchemar. C'est des emplois à 1 euro de l'heure. Oui, 1 euro de l'heure. On est très loin du SMIC quand même. Ah oui, le SMIC, c'est plus de 8 euros de l'heure, ça on est bien d'accord. On a aussi d'autres propositions du type obligeons les allocataires du RSA à aller travailler gratuitement. Non mais c'est juste délirant là ce qu'on entend. Et bon, je ne fais pas de politique fiction, mais quand je sais que probablement ce sera un de ces candidats qui gagnera à la fin, moi j'ai très peur. Vous savez que les promesses n'engagent que ceux qui la reçoivent, on les a déjà dit dans l'émission. Michel Boga, vous avez entendu ? Elle dit, oui. Marie Lacoste, que le chômage de longue durée augmente. Justement, contre le chômage de longue durée pour des gens, parce qu'il y a malheureusement des gens qui sont inemployables. Les formations, alors c'est vrai, on va me dire, ça les fait sortir des statistiques du chômage. Mais ce n'est pas la solution ?
Non, alors oui, il faut les former, mais il faut les former sur des formations bien plus longues que celles qui sont proposées. Oui, c'est sûr qu'on ne forme pas une personne en 4 ou 5 jours. Très éloignés de l'emploi. Il y a un vrai travail, un vrai accompagnement. D'ailleurs, il y a des psychologues à Pôle emploi qui se chargent de toutes ces personnes. Ces personnes-là, elles sont éloignées de l'emploi, elles vivent des minima sociaux quand elles y ont le droit, et si elles font les démarches. Donc effectivement, ces demandeurs d'emploi-là, il faut les ramener vers l'emploi, mais progressivement, il faut les réhabituer à se lever le matin, etc. C'est un vrai travail que fait Pôle emploi. Mais statistiquement, puisque c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui, il faut quand même regarder toutes les stats de l'INSEE. Il y en a une qui est donnée quand même, c'est que l'INSEE constate quand même un vrai sous-emploi qui augmente de 0,3 aussi. C'est-à-dire le sous-emploi, ce sont les gens qui travaillent à temps partiel, donc les précaires dont on parlait tout à l'heure, et qui souhaiteraient travailler davantage pour pouvoir vivre justement de leur travail. Donc vous voyez qu'il faut toujours regarder les biais statistiques, et puis il y a ce dont parlait Marie Lacoste tout à l'heure, ce fameux halo du chômage, ces gens qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, qui cherchent quand même un emploi, et c'est quand même, d'après l'INSEE, 1,5 million. 1,5 million de personnes. C'est pas rien quand même. Si on ajoute, et là, si vous ajoutez ce 1,5 million aux statistiques de demandeurs d'emploi, vous voyez que le chômage ne baisse pas vraiment. Mais ce 1,5 million, il existait peut-être, même certainement, avant les statistiques du ce trimestre 2016, non, Marie Lacoste? Oui, mais Allez-y, Michel Boga. Non, j'allais dire oui, mais il existait déjà, mais il est en augmentation, et il va augmenter encore à la rentrée, puisque notre interlocuteur qui était conseiller municipal, il parlait des jeunes. Les jeunes qui vont sortir de l'école, ils vont pas aller s'inscrire tout de suite à Pôle emploi, parce que de toute façon, comme ils seront pas indemnisés, ils vont d'abord essayer de se débrouiller tout seuls pour trouver un emploi, donc ils chercheront du travail, mais rentreront pas dans les statistiques. Donc les statistiques, il faut les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des statistiques, c'est pas la vraie réalité du terrain, de l'emploi et des demandeurs d'emploi en France. Marie Lacoste. Oui, je voulais juste préciser que ces personnes en sous-emploi, elles étaient donc à 1,5 million à la mi-2016, que c'est une augmentation de 29 000 personnes sur le trimestre et de 43 000 personnes sur un an. Donc il y a une augmentation bien réelle. Je voudrais ajouter, excusez-moi, encore une catégorie de personnes qui nous a un petit peu échappé dans notre comptabilité. Ce sont les auto-entrepreneurs. Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas dans la catégorie A. Quand ils sont chômeurs et qui créent une entreprise, ils basculent dans une autre catégorie. Alors, il faut savoir que les auto-entrepreneurs, il y en a, ça c'est une statistique nationale, environ que 40% qui déclarent du chiffre d'affaires. Ça veut dire que les autres... 60% ne déclarent pas de chiffre ? Eh oui. Et comment on fait sans chiffre ? On fait autre chose. C'est une bonne remarque, oui. Il y a deux hypothèses. Dans les 60% qui ne déclarent pas de chiffres, il y a des gens qui ne font rien, enfin qui ne gagnent pas d'argent en tout cas avec leur activité. Et il y a aussi des personnes certainement qui ont une activité mais ne déclarent pas tout. D'accord. Donc là, c'est du noir, voilà. Mais moi, je rencontre dans mon association, je rencontre beaucoup de gens qui ont créé une activité d'auto-entrepreneur pour essayer de créer leur propre emploi, ce qui est extrêmement noble, et moi, j'essaye de les aider du mieux que je peux. Mais c'est pas facile du tout. Donc ça aussi, la création d'entreprise, on nous en parle énormément. Il y a beaucoup de pubs qui est faite partout, y compris au Pôle emploi. Je dis attention. C'est un peu aussi un miroir aux alouettes parfois. Il faut se faire préparer, il faut se faire accompagner, il faut trouver des financements. On se lance pas comme ça. Tout le monde n'est pas capable de créer sa propre activité. Ça, c'est vrai. Michel Boga, vous êtes d'accord au moins sur ce point, sur les auto-entrepreneurs ? Oui, 40% ne déclarent pas de CA ? Oui. 60%, pardon. D'accord, mais vous savez, un chauffeur Uber, c'est un auto-entrepreneur. Un livreur de repas avec un vélo, c'est un auto-entrepreneur. C'est-à-dire tous ces gens-là, ils sont, pensent-ils, indépendants et pensent-ils avoir créé leur propre emploi, sauf qu'ils sont hyper dépendants économiquement et qu'effectivement, parfois, si on les appelle pas, ils n'ont pas de chiffre d'affaires. Alors, je mets de côté parce qu'on n'a pas de vraies statistiques sur ceux qui feraient du chiffre d'affaires et qui ne le déclareraient pas. Ça existe, mais voilà. Mais l'auto-entrepreneuriat, c'est pas la panacée pour retrouver du boulot. Le chômage diminue, c'est une bonne nouvelle. C'est l'idée que je défends ce matin jusqu'à midi dans Seul contre tous sur Sud Radio. J'ai gardé quelques arguments en réserve que vous entendrez après une courte pause.
Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Philippe David. Et ce matin, dans Seul contre tous sur Sud Radio jusqu'à midi, je dis que la baisse du chômage est une bonne nouvelle et qu'on ne va pas se gâcher un peu de plaisir en cette fin d'été. Margot Perrier, je suis manifestement très seul. Enfin, un peu seul. Un peu seul, un peu seul. 72% d'entre vous qui avez voté, eh bien, vous dites non. Le chômage diminue certes, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, avec des commentaires et notamment l'un de vous qui nous dit qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et qu'il faut étudier toutes les catégories. Exactement. C'est ce que disent mes deux invités qui sont Marie Lacoste, secrétaire nationale du Mouvement national des chômeurs et précaires, et Michel Boga, secrétaire confédéral Force ouvrière en charge de l'emploi. Alors, vous avez utilisé un mot qui est fort, précarité. Et bien la précarité, si on regarde les chiffres, elle diminue. Le taux d'emploi en CDI augmente le plus fortement, plus 0,2 points à 48,8%, que celui en CDD ou en intérim, plus 0,1 point à 7,4%, tandis que l'emploi à temps partiel diminue légèrement, moins 0,1 point, au profit de l'emploi à temps plein. Ben, ça va vraiment mieux, non, Marie Lacoste ? Oui, mais c'est un CDI. Il y a moins de précarité. Attendez, c'est un CDI avec combien d'heures par semaine ? Parce que un CDI de femme de ménage à 2 heures par semaine, ça existe. C'est pas très intéressant. Donc, CDI à 2 heures par semaine, ça doit quand même être assez rare, non ? Non, non. Tous les gens qui travaillent en CESU, en chèque emploi service universel, qui font du travail à domicile chez les gens, du jardinage, du bricolage, du repassage, du ménage, du repassage. Hein. Toutes les personnes qui travaillent avec les personnes âgées. C'est souvent des personnes qui cumulent des mini-contrats, mini-mini, et ça peut être en CDI. Donc, attention au CDI aussi. Il ne faut pas supprimer le CDI, au moins, pour vous rassurer, moi. Non, bien sûr que non. Si vous dites attention au CDI, je me dis, si le MNCP veut la disparition du CDI... Non. Nous, on veut un CDI et avec un temps de travail choisi, pas un temps de travail subi. Et évidemment, le temps de travail subi concerne très majoritairement les femmes. Michel Boga, je vous redonne les chiffres. Taux d'emploi en CDI, plus 0,2 à 48,8%. Ça augmente plus que le CDD ou l'intérim. C'est bien. Écoutez, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, effectivement, mais là aussi, ce sont des statistiques. Et il faut regarder globalement si, sur une année, etc., c'est bien le cas. Et les derniers chiffres de Pôle emploi démontrent le contraire. En fait, les demandeurs d'emploi, eux, sont plutôt en catégorie C et B, avec du chômage partiel, parce qu'effectivement, on parle de précarité, mais la précarité, ce n'est pas que le CDD. La précarité, c'est effectivement les contrats qui peuvent être en CDI sur du temps partiel non choisi, hein, et c'est la majorité des gens, puisque il y a plus de 29 000 personnes qui se déclarent comme ça, pas satisfaits du volume d'heures de travail qu'ils ont à faire. Et c'est ça tout le problème. En fait, la vraie réalité des choses, c'est le temps de travail choisi. C'est-à-dire, si vous voulez travailler à temps partiel, et c'est la loi d'ailleurs, vous choisissez. Normalement, on ne peut pas vous l'imposer. Ensuite, il faut prendre un peu tous ces chiffres avec prudence, notamment en regardant sur le long terme. Mais ce qu'il y a de positif, parce que j'ai creusé les stats de l'INSEE un peu, surtout quand même, faut quand même filer le moral à nos auditeurs. D'après l'INSEE, on devrait atteindre 1,6% de croissance en 2016, 2007 c'était il y a longtemps, 1,6 en 2016. Ça permet d'envisager une baisse du chômage à 9,5% à la fin de l'année. 1,6 de croissance. Il faut a priori, Michel Boga, vous êtes économiste, 1,2 pour stabiliser le chômage. Le chômage va donc certainement continuer à baisser d'ici la fin de l'année, non ? 1,2 pour stabiliser, 1,5 à minima pour commencer à créer de l'emploi, et dans des proportions assez minimes. Effectivement, mais ça c'est aussi une statistique. Il y a d'autres statistiques qui donnent plutôt vers 1%, 1,2. Donc vous voyez que là aussi il y a discussion. Alors effectivement, mais pour redonner un peu le moral à vos auditeurs, c'est important quand même. Je répète. Ce qu'on peut tirer comme conclusion, effectivement, de toutes ces statistiques, c'est que le chômage a arrêté de progresser. C'est déjà une bonne chose. Et qu'il y a un autre chiffre qu'il faut regarder, c'est la création d'emplois. Et la création d'emplois nets, elle augmente. Alors, je vous le donne. Voilà. L'économie française, Michel Boga, l'économie française a à nouveau créé 24 100 postes au deuxième trimestre et 143 000 sur l'année. Voilà,
ce que je vous dis. Et donc, on peut être satisfait de cette stagnation, voilà, du chômage. Mais on peut pas dire, comme le gouvernement le fait, que ça y est, l'inversion de la courbe du chômage est là et ça va durer longtemps, puisqu'il faut effectivement faire très attention à ce qui va se passer économiquement à la fin de l'année. Je vous rappelle qu'il y a les économistes sont assez méfiants à ce qui pourrait se passer avec le Brexit, même si ça a été... Pour le moment, le Brexit n'a pas eu beaucoup d'effet. Hein. Mais oui, mais à terme, on ne sait pas. Il y a quand même beaucoup. Et puis, l'économie mondiale est escalée. Il y a aussi des conflits dans le monde qui peuvent influer plus ou moins. Donc, vous voyez, il faut rester modérément optimiste. Est-ce que vous êtes modérément optimiste, Marie Lacoste? Je vous redonne les chiffres. On prévoit peut-être, entre 1,5, on va être optimiste, 1,6 de croissance à la fin de l'année, ce qui ferait baisser le chômage à 9,5%. Si ça rend pas optimiste, alors qu'est-ce qui peut vous rendre optimiste? Moi, je ne suis pas statisticienne. Moi, je suis acteur de terrain. Donc, plutôt actrice. Pardon, actrice. Je suis actrice de terrain, donc je vois un petit peu les choses de ras du sol, on va dire. Je ne suis pas économiste non plus. Évidemment que j'aimerais qu'on entre tous dans un cercle vertueux qui serait que les employeurs, à nouveau optimistes, embauchent des gens qui eux-mêmes puissent consommer et ça permettrait de relancer l'activité économique de notre pays. En même temps, on voit bien qu'on dépend de l'Europe, du monde, de tout ce qui s'y passe. Donc, on va y venir après. C'est sûr que j'essaye d'être optimiste. Et c'est pas évident quand on est tous les jours à rencontrer des gens qui galèrent, qui rament, qui s'inquiètent, qui n'arrivent pas à faire de projets, qui s'inquiètent pour leurs enfants. Moi, j'ai des enfants aussi. Je me fais forcément du souci pour eux. Je me demande de quoi sera fait demain. Juste, je voulais venir sur un petit truc par rapport à la précarité. Vous disiez que la précarité baisse. Moi, je vous dis, il faut regarder en face ce qui se passe, à savoir, on a une nouvelle mesure qui existe depuis le mois de janvier 2016, qui s'appelle la prime d'activité. C'est une prime qui est versée par la CAF à toutes les personnes qui gagnent moins de, il me semble que c'était 1 400 € par mois, donc c'est pour les salariés très précaires, c'est pour les gens qui travaillent. D'accord. Cette prime, l'État, alors je ne me rappelle pas des chiffres. C'est la CAF qui la donne. C'est la CAF qui la verse. La caisse d'allocation familiale. Oui, et c'est individualisé, donc c'est proportionnel à ce qu'on gagne, à la composition du foyer, est-ce qu'il y a des enfants, pas d'enfants, combien on est, etc. Cette prime, il y avait un chiffre qui avait été imaginé par l'État de nombre de primes versées. Ce chiffre, il a explosé. Alors, on peut s'en féliciter, à savoir, les gens savent aller chercher de la ressource pour compléter leurs ressources, leurs revenus qui sont trop faibles. Et en même temps, c'est un signe qui est quand même inquiétant. Et je crois que, même si c'est une très bonne nouvelle pour les salariés précaires, la prime d'activité, et j'invite tous les gens qui sont dans cette situation à aller faire un petit test sur le site de la CAF, c'est très simple à faire, faut pas hésiter, ça peut mettre un petit peu de beurre dans les épinards, mais c'est quand même pas un signe d'amélioration de la situation. Et je pense qu'au fond, tous les gens qui sont concernés préféreraient gagner un vrai salaire que de devoir faire appel à une aide de la CAF. On est bien d'accord là-dessus. Donc, elle existe, elle a le mérite d'exister. C'est comme le RSA. Heureusement que ça existe, parce que ça permet à des gens de ne pas tomber dans la totale absolue misère. Mais c'est pas la panacée. Donc c'est pour ça que je reviens à mon propos de départ. La précarité n'est pas une solution. Il faut aller vers de l'emploi réel. Mais alors, on y a quand même une légère baisse. On a parlé de la précarité. Il y a quand même aussi 2 chiffres qui sont bons. La consommation des ménages, elle devrait progresser de 1,6 cette année après 1,5 l'an dernier. Et le pouvoir d'achat des ménages devrait augmenter à peu près à 1,7 contre 1,6 l'an dernier. Vous avez parlé de cercle vertueux, Marie Lacoste. Ça, si on a plus de pouvoir d'achat et qu'il y a moins de chômage, on crée de la consommation. Si on crée de la consommation, on crée de la production, on crée de la croissance, on crée de l'emploi. C'est ça le cercle vertueux. Tout à fait, mais je n'aspire qu'à ça. Et vous, Michel Boga, vous avez entendu, on est quand même dans un cercle vertueux. Consommation des ménages, pouvoir d'achat. Oui, alors il faut savoir qu'en sortie de crise, malgré tout, ce que font les ménages, c'est pas consommer, c'est de reconstituer leur épargne. Et là, pour le coup, ça crée pas de croissance puisque cette épargne elle est dans les banques sur des livrets.
et donc elle n'est pas dépensée. Et ce qu'il faut, c'est effectivement une vraie politique économique en France, et c'est pas ce que fait le gouvernement, une vraie politique économique keynésienne, c'est-à-dire qu'il faut que l'État s'empare aussi de l'économie. Il ne faut pas qu'elle laisse faire le privé, il faut qu'elle puisse recréer des grands chantiers. Les autoroutes, on n'est pas obligé de les donner à des entreprises privées. Hein. De travaux publics. On peut aussi faire au niveau de l'État. Et là, on recréera de la croissance et de la demande, puisque en France, c'est clair, c'est bien la demande des ménages qui fait la croissance. Et puis, un chiffre qu'il faut aussi tenir, c'est que effectivement la masse salariale augmente normalement par des augmentations de salaire, etc., etc. Mais ces choses-là auront un effet que bien plus tard, et à mon avis après les présidentielles. Alors peut-être qu'effectivement, un jour, on dira, François Hollande, qui est encore président de la République après 2018, il dira, vous voyez, la politique que j'ai construite pendant mon dernier quinquennat, elle a porté ses fruits aujourd'hui, mais pour l'instant, on peut pas le dire. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité de la vie des demandeurs d'emploi, effectivement, qui eux sont obligés de faire une recherche active d'emploi s'ils veulent conserver malgré tout leur indemnité chômage. Ils sont obligés de prendre des formations dans le cadre du plan 1 million, parce que sinon on leur dit attention, on va vous supprimer vos indemnités. On force un peu les gens. Aujourd'hui, on les oblige à faire des choses dont ils n'ont pas forcément envie. Et c'est là toute cette problématique aujourd'hui avec les chiffres du chômage. C'est que il y a les demandeurs d'emploi indemnisés, il est vrai qu'il y en a que la moitié d'indemnisés, puis il y a tous les autres. Et tous les autres, on ne les connaît pas tous, et donc il faut être très prudent sur tous les chiffres. La diminution du chômage est une bonne nouvelle. C'est l'idée que je défends ce matin dans Seul contre tous sur Sud Radio. Vous pouvez appeler le 0826 300 300 et voter sur sudradio.fr. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Philippe David. Et ce matin, jusqu'à midi, dans Seul contre tous sur Sud Radio, je dis que la diminution du chômage est une bonne nouvelle. Face à moi, Marie Lacoste, secrétaire nationale du Mouvement national des chômeurs et précaires, et Michel Bogas, secrétaire confédéral Force ouvrière en charge de l'emploi. Alors, les bonnes nouvelles, vous avez dit qu'on est dans une économie mondialisée, ce qui est peut-être une cause de la précarisation du travail. Mais il y a un point quand même qui est très positif. Aux USA, on a la plus grosse amélioration des chiffres de l'emploi, accrochez-vous bien, 76 semaines avec moins de 300 000 inscriptions au chômage. C'est la première fois que les chiffres sont aussi bons depuis 1973, année du début de la première crise pétrolière. En Allemagne, il y a le plein emploi, 4,2% de chômage. C'est quand même des bonnes nouvelles qui vont créer de l'activité en France, non Michel Bogas ? Écoutez, ça peut être une bonne nouvelle pour les États-Unis et l'Allemagne, mais l'Allemagne, comme je le disais... Mais les Américains, ils achètent des produits français et les Allemands aussi. C'est un taux de chômage, c'est pas un taux de... On ne sait pas combien ils gagnent, c'est des mini-jobs en Allemagne. C'est-à-dire que vous pouvez travailler 2 heures, 3 heures, 4 heures, et là, donc vous sortez des statistiques. C'est comme la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, vous signez un contrat à 0 heure, vous sortez, vous n'êtes plus demandeur d'emploi. C'est-à-dire que les statistiques sont faussées. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement éventuellement la croissance dans ces pays. Aux États-Unis, le taux de chômage, vous savez que les gens ne sont indemnisés aux États-Unis que si leur entreprise paye à une caisse de chômage volontairement. Ça veut dire que tous les autres, tous ceux qui malheureusement où l'entreprise ne verse pas volontairement à une caisse de chômage, ils rentrent pas dans les statistiques. Donc pour le coup, ça gonfle un peu, ça diminue un peu les volumes de demandeurs d'emploi. Vous savez, tant que les seules choses à regarder, si on veut comparer, c'est les statistiques au sens du BIT. Le Bureau international du travail. Voilà. Mais la conjoncture mondiale s'améliore quand même. On parlait des chiffres, les premiers qui étaient aussi bons depuis fin 2008. Le taux d'emploi est le plus élevé à 64,7 pour les 15-64 ans. Fin 2008, août 2008, c'est le déclenchement de la crise des subprimes. La conjoncture mondiale est en train de, aller dans le cercle vertueux de la croissance. Disons qu'économiquement, en fait, il y a toujours un effet de balancier. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle aussi les bulles spéculatives. C'est-à-dire que ça monte, et puis à un moment donné, il y a tout un tas de gens qui veulent en tirer les bénéfices, etc. Et hop, ça redescend. En général, excusez-moi Michel Bogas, les bulles spéculatives, ça descend pas, ça explose.
Oui, oui, mais en même temps, ça descend. Et tous ceux qui avaient un travail ou qui avaient une maison où, grâce à ces bulles spéculatives, ben, ils se retrouvent sans rien. Et ils rentrent dans aucune statistique en plus. Donc voyez-vous, moi je ne dis pas qu'il y a des mauvais signes, mais je dis simplement que avec tous ces signes-là, il faut raison garder, il faut être prudent. On peut pas dire, enfin aujourd'hui, le gouvernement peut pas dire qu'il a gagné sur le plan du chômage. C'est pas vrai. Marie C'est pas Lacoste, la réalité. Marie Lacoste, la conjoncture mondiale, elle s'améliore, ça va mieux. Vous avez vu les chiffres aux États-Unis, les meilleurs depuis 73. Alors moi, je suis pas économiste, donc j'ai pas franchement d'avis sur la question. Bah, c'est des Là bons où je chiffres, vois- c'est quand même bon, même si on n'est pas économiste. Certes. Certes, mais enfin moi je vois aussi que l'espérance de vie aux États-Unis régresse maintenant. Donc c'est un pays, c'est le policier du monde, ça va mieux, mais les habitants ils meurent plus jeunes. Bon, voilà. Enfin, il y a beaucoup de morts violentes aux États-Unis aussi, Certes. ce qui est pas Mais bon enfin, pour il y les a- statistiques. Certes, mais on a quand même aussi un système de soins qui est complètement défaillant. Bon, et donc voilà. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que sur l'idée de la bonne nouvelle, moi la bonne nouvelle, je la vois dans le sens où nos entreprises, elles ont, enfin certaines en tout cas, j'écoute un petit peu les informations, a priori, elles n'ont jamais fait autant de profits que maintenant. Donc l'argent, il va bien quelque part. Voilà. Ah bah, il Alors, va dans les investissements, plus 4,7% en 2016 aussi. voilà. Là, il y a de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle va être dans la redistribution. Donc c'est un travail à entamer. Et donc pour vous, une hirondelle ne fait pas le printemps, vous me passerez l'expression. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais on a une élection en ligne de mire et ça peut être l'occasion d'avoir des projets qui émergent et qui sont intéressants, plus que ceux qu'on a entendus jusqu'à présent. Merci beaucoup Marie Lacoste. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale du Mouvement national des chômeurs et précaires, le MNCP. Merci beaucoup Michel Bogas, secrétaire confédéral Force ouvrière en charge de l'emploi. Résultat final, ma chère Margot Perrier, je termine très mal la semaine. Et oui, parce que vous, éditeurs, eh bien, vous êtes sceptiques. Les chiffres de l'INSEE ne semblent pas vous convaincre et ne sont pas synonymes pour vous de bonnes nouvelles. C'est 72% d'entre vous donc, qui disent non, cette baisse du chômage n'est pas forcément une bonne nouvelle.